Bien, on va démarrer cette deuxième session. Donc, je suis Georges Pichereau. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité, particulièrement Anne Tonelli et tout l'ensemble des organisateurs. Et puis, on va, en articulation avec la précédente conférence, parler autour des espaces virtuels. Et s'il y a bien une adaptation, une vicariance, c'est bien dans ce domaine-là. Donc, en fait, c'est intéressant qu'on associe les deux tables rondes. Alors, donc, je vais présenter d'abord Stéphane Bloco, qui est un spécialiste en sciences de l'information et de la communication, qui va nous parler, en fait, dans ce programme Vivre et se construire au-delà du corps abîmé, des jeunes face à Internet et au monde virtuel, quelle mutation identitaire. Donc, Stéphane, c'est une habitude qu'on travaille ensemble, donc, puisque on a réalisé pour le groupe pédiatrique que j'anime, la Société française de pédiatrie, un certain nombre de recommandations pour l'usage des écrans auxquels il a participé. Donc, on te laisse la parole exactement pour 20 minutes, 25 minutes, 25 minutes, ça te va? Bon, voilà. Merci Stéphane, je te ferai un petit signe dès que tu dépasseras le temps. Bon, bonjour à tous et à toutes. Alors je suis vraiment honoré, puis c'est toujours un challenge de passer après une légende. Donc c'est encore plus difficile pour moi de prendre la parole. Merci à tous ceux qui m'ont invité, Dr Lacoré qui a permis cette intervention. Alors effectivement, je travaille depuis 15 ans maintenant, je faisais le compte, sur la question brûlante d'un mot un peu devenu commun, bateau, celle des digital natives. Parce que quand tu as dit ça, tu as tout dit, hein, ceux qui sont nés avec le numérique. Alors d'ailleurs, pendant que le professeur parlait, je regardais un petit peu la composition de la salle. Du digital native, avec tout le respect que je vous dois, hein, bien entendu. Voilà. Donc évidemment, ça ne va pas être le cas. Mais oui, on a déjà éclusé les générations X, les Y, les Z, et puis les chercheurs ont tapé un petit peu bas dans l'alphabet, comme vous avez compris. Hein. Donc un astucieux chercheur australien a changé de gamme, hein, puisqu'on est passé désormais depuis 2010, vous le savez, sur les alphas. C'est comme ça qu'on les appelle, les alphas, changement d'alphabet. Bon, petit problème, c'est qu'il faudra peut-être sauter une génération parce qu'en grec, voilà. Donc effectivement, les suivants, ça ne va pas être possible. Donc on est bien d'accord que ces générations, il a fallu les qualifier, il a fallu les nommer et il a fallu surtout essayer de les cerner. Pourquoi? Parce qu'on a longtemps parlé d'une fracture, la fracture économique, numérique, et puis bien sûr elle s'est résorbée avec désormais des questions de fracture générationnelle. Ça ferait une différence, ceux qui sont nés avec et ceux qui sont nés sans. Alors, eux l'ont depuis le berceau. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse comme expression, puisque je l'ai beaucoup entendu. Mais tu sais, ils l'ont depuis le berceau. Moi, je remonterai un petit peu en amont, puisque j'ai vu dernièrement un très beau concours d'échographie en ligne, où les mamans mettaient leurs échographies en ligne et on votait pour le plus beau bébé qui n'est pas encore né. Donc ça, c'est important. Hein. Et puis, des petites choses délicieuses comme ça, où avec l'échographie du 5e mois, vous la mettez en ligne et on vous renvoie votre bébé imprimé dans un petit cube en 3D. Si à poser sur la cheminée. Vous allez repartir avec plein d'idées cadeaux, hein, je vous promets. Donc avec évidemment une précocité et puis la technologie qui vient vous saisir, on l'a vu presque in utero, hein, où ça y est, vous êtes déjà tweeté, followé, hashtagué, forwardé et tu n'as pas encore poussé ton premier cri. Alors c'est précisément cette précocité du numérique qui me passionne, qui me questionne et j'ai la chance en plus d'appartenir un prestigieux laboratoire des arts et métiers à l'ENSAM sur Laval, où d'ailleurs on a reçu récemment le professeur Berthoz, où on travaille, nous, sur la question de la réalité virtuelle. Alors,
justement, vraiment le gros dossier, réel ou virtuel, c'est une question forte, importante. Vous doutez bien qu'en 25 minutes, c'est impensable. Mais simplement dire que le plus souvent, dans les lieux communs, on oppose le réel et le virtuel. Le réel, c'est le contraire du virtuel. Je vous invite d'abord à briser cette opposition et puis à aller lire les travaux de Lévy ou de Deleuze pour essayer justement de sortir de ce schéma simple de le virtuel, ça y est, c'est un espace qui est contraire au réel. C'est aussi quelque chose de très fort quand on veut appréhender la question du virtuel, c'est de faire sauter ce tout premier verrou. Alors, réel ou virtuel, on ira voir que les mondes virtuels immersifs, ils sont extrêmement prégnants aujourd'hui et encore une fois extrêmement précoces, parce que c'est ce qui m'intéresse. Et cette précocité de l'immersif, on est allé, nous, la tester auprès de très jeunes enfants. Parce que j'ai vu beaucoup de travaux, et puis tous ceux là, par exemple, qui ont été présentés tout à l'heure, où à chaque fois, ça démarrait à 6 ans. Et c'est vrai que les casques virtuels tridimensionnels, on a tendance à les voir pour des collégiens ou pour des lycéens. Nous, on est allé les mettre sur les yeux des enfants de 5 ans. Donc, on a franchi l'interdit, puisqu'on voulait voir ce qui se passerait avec des tout petits, de très jeunes enfants. Deuxième point, mais celui-là, je vais le raccourcir, puisque, évidemment, là, je ne suis pas dans ma chapelle, je suis un infocomiste, je n'appartiens pas au domaine de la santé, et bien sûr, vous aurez la question de la cyberdépendance traitée de façon conséquente, juste après moi. Simplement, moi, c'est le petit lien avec le public jeune qui m'intéresse. Oui, je fais des grande séquence pédagogique avec les jeunes. Je comptais, j'en ai vu 150 000 sur les 15 dernières années. Ça m'a effrayé quand j'ai fait le compte. J'arrive d'Annecy ou encore là cette semaine, j'en ai vu plus de 1800. Donc vous imaginez, dans des grandes séances en amphi, on met 400 élèves de 4e. Vous qu'en avez un à la maison, que c'est déjà l'enfer. Donc là, c'est 400 dans la même salle, les tout neufs, les contemporains, ceux qui au bout de 45 minutes ont déjà décroché. Et la séance, c'est 2 heures. Donc, alors évidemment, ce challenge universitaire, parce qu'avec des étudiants, vous savez, c'est pas quand même la même donne. Donc évidemment, j'aime beaucoup aller au contact direct. On verra que ça me sert à aller essayer de saisir cette question. Alors moi, j'ai beaucoup parlé des 35 heures numériques. 35 heures numériques dès la 4e. Est-ce que c'est vraiment raisonnable? Et puis, cette génération, j'ai essayé de la comprendre. Et puis, évidemment, plusieurs points avec des questions fortes, notamment sur leur modalité d'accès à la célébrité. Est-ce que cette persistance de la célébrité, de la trace numérique, elle est encombrante? Comment ça va se passer une fois adultes? On verra aussi qu'ils sont habitués à aller dans des espaces violents et qu'ils s'habituent progressivement, cette forme de banalisation de la violence, elle a certainement des conséquences psychiques que d'autres spécialistes traitent bien plus que moi. Je vous rappelle que moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport à l'outil de communication et pas forcément toutes ces conséquences psy, même si évidemment les travaux interdisciplinaires sont très très intéressants sur ces sujets-là. Enfin, l'idée, puisque je suis à la frontière entre l'éducation et la communication, c'est bien sûr de travailler avec cette question de l'éducation virtuelle, qui pour moi est bien plus vaste que celle de l'éducation au numérique, dont on s'est beaucoup emparé. Numérique et virtuel, pour moi, éduquer au numérique, c'est il clique à gauche, il clique à droite, et puis éventuellement un peu de citoyenneté numérique. Éduquer au virtuel, c'est prendre la mesure justement de l'immatériel et de ses conséquences. Alors, cette éducation au virtuel, elle va commencer très jeune, puisque je voudrais bien savoir dans la salle, qui a au moins une fois mis un casque de réalité virtuelle immersive tridimensionnelle? Levez donc la main. On a un petit 50%, et encore, je suis gentil avec vous. Est-ce que je suis déjà en train de dire que vous avez déjà un métro de retard? Non. Parce que la révolution suivante, ou l'évolution suivante, c'est vous qui voyez, c'est certainement d'aller s'immerger dans ces casques tridimensionnels que beaucoup ont vu comme ça passer devant eux, mais n'ont jamais eu la curiosité ou le temps, tout simplement, en tant qu'adulte. Mais j'ai plein d'autres trucs à faire, d'aller essayer. C'est une expérience inoubliable. Déjà, quand on en a un sur les yeux, on ressemble à rien. Si. Avec un avantage, c'est que tu es moche, mais que tu ne le sais pas. Puisqu'évidemment, tu es complètement pris dans ce monde virtuel. C'est la première à y penser, technologie numérique enfermante. Et oui, toutes les autres, en fait, étaient ouvertes sur l'extérieur. La tablette, ouverte sur l'extérieur. Le portable, ouvert sur l'extérieur. L'iPhone, etc., n'importe quel outil numérique est ouvert vers l'extérieur. Vous allez me dire que c'est très accaparant sur l'attention. Vous avez raison. Il y a eu plein d'expériences faites sur l'accaparation de l'attention. Il n'en demeure pas moins que quand tu es dans le bus, tu sais qu'il y a une grand-mère à côté.
parce que ton œil là, rotatif fait que tu as repéré la grand-mère, hein, mais en même temps, toi, tu es sur ton portable. Donc, c'est ouvert vers l'extérieur. Tu es encore en contact avec les humains. Quand tu as ça sur les yeux, c'est fini. La rupture, elle est totale. Tu es complètement coupé du monde des humains et les seules interactions que tu auras avec eux, ça sera par le truchement d'avatar. Mais cette nouveauté-là, peut-être qu'on ne l'a pas assez souligné, en tout cas sur ses conséquences immédiates. Quand tu es parti dans ces moments virtuels immersifs, tu vas aller très très loin, hein. C'est-à-dire que ça ressemble un peu à ça. Pour celui qui n'a jamais essayé, ça ressemble à ça. Donc toi, tu dessinais avant avec un papier crayon, un peu ringard, hein. Moi, à la maison, j'ai une salle spéciale pour ça, 3 mètres par 3 mètres, avec un HTC Vive Pro. Et à l'intérieur, quand on dessine, la sensation est unique la première fois. Tu es complètement coupé de l'espace extérieur. Tu vois simplement du noir autour de toi. À perte de vue, ton illimité, c'est du noir. Donc ça fait un peu peur au départ. Et puis après, dans cette structure à laquelle tu t'habitues beaucoup, tu vas bouger complètement, tirer de nouveaux gestes, avoir la peinture qui tient en l'air. C'est magique. Il n'y a plus d'effet de gravité. C'est vraiment féerique sur les premiers rapports à l'outil. Donc vous voyez, on est toujours en train de fustiger la réalité virtuelle, donc c'est dangereux, tout ça, etc. Mais c'est aussi un bel espace de créativité et d'innovation. Donc on peut dessiner, créer des modèles, etc. Tirer vers la peinture vers soi. C'est un beau moment de vie. C'est également du mouvement puisqu'on peut animer, mettre de la neige artificielle, etc. Et puis évidemment, tu as l'impression d'être en avatar au bout d'un moment. Puis tout à coup, ça s'arrête et en fait, tu es dans la cuisine face à ta mère avec des nouilles. Ah oui, parce qu'il y a quand même ton réel. C'est pas parce que tu as un casque magique que tu vas éliminer ta mère et les nouilles comme problématique quand même, hein. Alors, c'est vrai aussi que le réel qu'on offre aux jeunes, ils ne sont pas égaux face à ce réel, vous le savez bien. J'arrive d'Annecy, je me dis à chaque fois, quelle belle ville. Donc évidemment, autour de toi, en partant le matin, les montagnes enneigées, etc. Puis il y a des endroits moins chouettes quand même pour vivre, où évidemment la réalité de l'enfant, ça sera beaucoup de béton, un tout petit appartement et 5 frères et sœurs à partager dans le même espace. Donc évidemment que ce réel, il donnera peut-être beaucoup plus envie de refermer le casque et de repartir dans l'endroit magique plutôt que d'aller chausser les skis, sachant que c'est un privilège. Alors évidemment aussi que nous on a fait cette expérience forte, hein, importante, et qu'on est allé essayer des engins incroyables. Oui, les casques virtuels c'est bien, mais nous on est déjà passé au harnais virtuel immersif tridimensionnel. On a des possibilités de conduire des engins incroyables. On a même un bassin dans lequel tu peux nager avec des dauphins virtuels, avec un casque étanche. Donc on voit bien que tout ça va aller très très vite et que de nouvelles formes de réalité vont s'imposer rapidement. Alors on a fait quelque chose d'assez intéressant, je vous l'ai dit, c'est qu'on est allé prendre des tout petits. Alors des tout petits, c'est 5 ans quand même, hein. Ça ressemble à ça, c'est pas gros, hein. Donc oui, ça frôle le documentaire animalier quand même, hein, pour le scientifique. Donc c'est super complexe à gérer, à manipuler, hein. Ils ne savent pas lire, tout ça évidemment, 5 ans. Et puis avec eux, on est avec un protocole et puis des étudiants, bien sûr, parce que le professeur tout à l'heure a précisé ô combien ils sont précieux, ces étudiants, dans nos recherches scientifiques. Eh bien, on est allé les immerger. Alors évidemment, on les a immergés, puis on voit que très rapidement, ils sont très à l'aise en fait, avec aucune mise en condition. Ils vont très rapidement bouger là-dedans et puis se déplacer. Et puis alors, vous voyez à gauche, c'est ce qu'ils voient. Donc il y a un petit chien, un robot, et puis on se balade là-dedans, puis le petit chien robot dans la montagne, on va pouvoir jouer avec des bâtons, donc ça y est, il ramasse les bâtons. Je vous rappelle que pour ramasser les bâtons, il est déjà en train d'appuyer sur une gâchette, maintenir la gâchette appuyée, relever la main, jeter le bâton, et que ces gestes-là, ils sont venus de manière intuitive. Et puis, bien sûr, ils vont se promener comme ça à l'intérieur, et puis après, ils vont aller dans un laboratoire. Alors, ils ont appelé ça la cuisine, hein, très rapidement, et puis il y a là-dedans un robinet, etc., plein de choses, des allumettes, et puis à la fin, on a débriefé avec eux. Alors, débriefer, ça donne ça, hein, voilà. Donc, on a débriefé avec eux, et puis alors, et qu'est-ce que tu as fait? J'étais dans la montagne, et puis les petits chiens, puis les pas de poils, etc. Et puis après, j'étais dans la cuisine, et puis après, j'ai ouvert le robinet. J'ai pas refermé le robinet. Il y en a un qui s'est tétanisé comme ça. Oh, mais j'ai pas refermé le robinet. Alors, il a couru vers le siège. Qu'est-ce que tu fais? On repart, on retourne. On retourne où? Dans la pièce du monsieur. Mais pourquoi? Parce que c'est grave. C'est une bêtise. C'est très grave. Et là, vous voyez que nous, on a beaucoup moins ri, puisqu'évidemment, des formes un peu de dissociation entre le réel et le virtuel sont déjà marquées, c'est-à-dire que oui, la cuisine existe, oui, il y a bêtise, oui, la bêtise est conséquente, et oui, la pièce va se remplir d'eau, il faut donc aller agir. Vous dites ça à des élèves de CP, CE1, on a déjà franchi un autre stade, et immédiatement, ils vous font « non, c'est pas une vraie cuisine ».
Donc la question que nous, on s'est posée avec la Fondation pour l'enfance, qui a sponsorisé tous ces projets, ça a été très rapidement de se dire jusqu'où et à quel moment, à quel âge on pourra déterminer que l'enfant, ça y est, il a compris que c'était une simulation. Alors évidemment, il y a une vraie question, elle est toute ouverte, on était là juste pour débroussailler le travail et on a déjà toutes des équipes de chercheurs en éducation qui vont s'intéresser à cette question forte de à quel moment raisonnable on peut penser que ce casque de réalité virtuelle sera sans conséquence sur le psyché de l'enfant en termes de confusion entre le réel et le virtuel. Alors, ces questions importantes, elles seront aussi liées à la manière dont on va être immergé et combien de temps on va être immergé. Je vous l'ai dit, ce n'est pas mon domaine. Moi, je travaille simplement avec les jeunes et j'en vois beaucoup, je vous l'ai dit, avec un petit questionnaire rigolo et je leur fais passer 2 mots intéressants qui les fait réfléchir, nétaolique et nomophobe. Alors, nétaolique, ils découvrent parce qu'on leur a fait tout le boulot de prévention sur alcoolique, tabagique, et tout à coup, boum, nétaolique. Oh, alors c'est quoi nétaolique? T'es accro à Internet. Ah oui, mais non, au network, ça m'intéresse. Ah bon? Ah oui, le réseau, monsieur. Oui, être accro aux autres, à la connectivité, ça c'est quelque chose de très fort. Nomophobe, vous l'êtes tous de toute façon. Hein. No mobile device phobia, ne plus pouvoir se passer de son téléphone portable. Hein. Et je sais que vous êtes tous en train de regarder en disant, la vache, on capte mal dans la salle. Hein, donc, ça fait déjà un moment que vous paniquez en disant vivement que les textos dégringolent tout à l'heure, hein, parce que ça va être dur à tenir encore. Donc, voyez. Alors, très rapidement, moi, je voudrais juste que vous preniez le temps de lire les 8 questions qui sont là, le plus rapidement possible, bien sûr, et de garder en tête votre nombre de oui. Combien de fois vous auriez oui spontanément à ces 8 questions? Ça devrait se terminer. Enfin, pour les littéraires, hein, pour les scientifiques, je peux laisser un peu de temps. Alors, à main levée, on va pouvoir maintenant juste regarder très rapidement ce qui s'est passé dans la salle. Levez la main, les 0 oui. Il y en a quelques-uns quand même, hein, ils existent. Hein. Les 1 oui. Les 2 oui. Et puis on change de population. On attaque les 3 oui. Parce que le problème, c'est que selon le docteur Kimberley Young, déjà en 98, à partir de 3 oui, il y avait déjà un problème. Du coup, il y a les 4 oui qui n'osent plus lever la main. Allez-y, les 4 oui. Est-ce qu'il y aurait du 5? On monte à 6. On va grimper à 7. Et on laisse tomber les 8 parce que sinon tout le monde se retourne en faisant... voilà, donc alors, voilà. Alors, évidemment... Tout est noté de toute façon. Évidemment, vous aurez compris que le côté scientifique du test, on va le mettre de côté. Hein, mais c'est surtout avec les jeunes un très bon moment de partage, puisque c'est exactement les méthodes que j'applique pour aller parler de cette question du virtuel. Vous savez, vous ne pouvez pas arriver devant des jeunes comme ça en disant « on va vous parler des dangers d'Internet ». Quand ça commence comme ça, tu peux repartir. Ils te regardent en faisant oh, misère. Donc on va parler un peu de cette addiction avec eux. Et justement, ce test, c'est un petit moment de partage pour parler de où est-ce que je me situe. Ton copain, il a 1 oui, 2 oui, 3 oui. Et puis on va embrayer sur la question de l'addiction. Alors oui, déjà, hein, les 7 oui, n'allez pas paniquer. Hein, n'allez pas regarder en rentrant. Je suis nétaolique. Hein, parce que vous savez, quand vous êtes sur Google, il ne faut jamais regarder ce que vous avez. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui est exactement comme vous, il était malade, mais lui, il est mort. Hein. Alors, ce n'est pas une bonne idée. Donc, évidemment que ces tableaux, après, nous ont permis de travailler avec la recherche, mais de regarder aussi, de quantifier. C'est notre obsession de quantifier. Alors oui, on aime bien ça, quantifier. On leur fait passer des petits tableaux comme ça, et on demande aux jeunes de s'auto-évaluer. C'est vrai que l'auto-évaluation, on n'est pas allé chercher loin, on s'est aperçu que tous les addictologues faisaient de l'auto-évaluation, tu bois combien, tu fumes combien, et que c'était une sacrée question. Donc l'auto-évaluation, on trouvait ça très chouette, et on a commencé à leur demander de se questionner comme ça sur combien je consomme. Alors ils le font de bon gré, ils comptent. Alors d'habitude quand je suis dans le bus, je fais une demi-heure de machin, puis après j'en fais une demi-heure après, et puis à la fin, mais ils comptent. 2 plus 1 plus 3 plus 2 plus 4 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 1 plus 2 plus 3. Ouf. Et puis il y a le choc final de je regarde un peu ma quantité. Quand on leur demande de faire ça pendant les vacances scolaires, ils pètent un câble. Hein. Alors évidemment, pendant les vacances scolaires, on a eu des réponses à 60 heures, 70 heures semaine. Et c'est allé très loin, très vite, avec une évolution, puisque en 2010, ça fait à peu près 8 ans, 10 ans qu'on fait ça, on avait les premiers tests en 4e, on retrouvait à peu près dans nos échantillons un élève sur 3 qui déjà était à 30 heures semaine d'activité connectée. On sait aujourd'hui, en 2018, dernier test qu'on a fait, qu'on serait plutôt à 1 sur 2, rendu à 40 heures quasiment.
Alors vous allez me dire, c'est énorme, c'est beaucoup, mais on a aujourd'hui des outils merveilleux comme temps d'écran sur l'iPhone, que je vous représente ici, mais qui est vraiment génial pour celui qui a un iPhone. Avec un iPhone, vous activez temps d'écran, et ce produit, il est chouette parce que tous les scientifiques en ont rêvé, avant on faisait ça à la pogne. Là au moins, tu as un calcul en temps réel du temps que tu passes actif derrière ces réseaux. Alors très rapidement, on a pris des élèves un peu au hasard, nous comme ça, tac, 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 et puis après on a dit qu'on allait se le faire sérieusement. Vous voyez les 4 derniers que j'ai interceptés cette semaine, là, spontanément, qui m'ont dit « Attendez monsieur, moi je l'ai installé, bam !» J'ai regardé, ici j'avais déjà du 51 heures semaine en 4e, avec un petit 24 heures d'Instagram, j'avais du 15 heures d'Instagram ici et 49 heures pour ce sujet-là. Donc vous le voyez, pour nous en tout cas, de notre fenêtre d'infocomiste, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de temps passé derrière Internet et évidemment, avec une conséquence, c'est que les réseaux sociaux en absorbent une bonne partie. Pour terminer, j'ai simplement vous expliquer quelques conséquences. Les conséquences, c'est que votre identité numérique, elle va être immédiatement impactée. Pourquoi ? Parce que si vous êtes une jeune fille, et vous avez ici, un profil. Le profil d'ici, je suis rentré dedans et je sais quoi ? Je sais par exemple toute la vie de cette jeune fille. Je vais aller à l'intérieur, je vais activer ses réseaux, je vais regarder un petit peu ce qu'elle fait. Je sais qu'elle fait de la gym, je sais qu'elle fait du cheval. Vous voyez, c'est extrêmement personnel. Et puis quand c'est un garçon, c'est pire que ça. Parce qu'à l'intérieur des comptes de garçons, je vais trouver quoi ? Je vais trouver des trucs sympas. Oh, des bêtises de garçons. Où ils font un petit peu de bateau avec des amis. Donc évidemment, une photo comme ça, elle va peser cher, elle va coûter cher. Elle va coûter cher, imaginez où ? Devant un DRH. Parce qu'évidemment, le DRH, lui, va activer un petit outil très chouette qui s'appelle WebMe. Alors WebMe, c'est très sympa, je pense que vous irez tout à l'heure, c'est qu'avec WebMe ici, vous allez pouvoir, par exemple, travailler sur votre réputation. Je vous encourage à surveiller cette réputation comme je le fais avec les jeunes. WebMe, vous mettez votre nom et votre prénom dedans, vous appuyez, il va aller fouiller tout ce qu'on dit sur vous, tout ce que vous avez publié, posté, etc. On va prendre quelqu'un dans la salle au hasard. Non, on va pas faire ça. Voilà. Alors, WebMe et la surveillance de la réputation numérique, ce sont des éléments importants. Pour terminer mon propos, juste un dernier point. Je regardais, je suis à 24 minutes. Laisse-moi mes 5 minutes et promis, on fera le cours pour les questions. Je voulais simplement dire que leur réputation, ils vont enfin aller la mettre à mal. Ils vont la mettre à mal dans des espaces qui posent problème. Et que ces espaces qui posent problème, la plupart du temps, ce sont des espaces de téléchargement illégaux. Oui, ils ont une réputation, oui, les DRH vont aller la voir, mais oui, évidemment, les espaces virtuels de téléchargement vont poser problème. Là-dedans, ils vont chercher un petit peu de tout, Shakira, Rihanna, etc. Et cette réputation, petit à petit, ils vont la mettre à mal, puisque les espaces de téléchargement illégaux, on ne peut pas les contrôler, puisqu'ils sont illégaux, par essence. À l'intérieur, il y a un petit peu de tout. Alors, j'ai mis du Bruel, on m'a dit que ce n'est pas des natifs du numérique. Donc, il y a du Bruel, tout le Bruel. Vous avez le pack office, pas de problème. Vous voulez Avatar, téléchargez-le, c'est sympa, c'est le film que vous avez raté à la télé. Vous mettez porno au passage. Vous verrez, vous avez tout ce qu'il faut. Urologie, scatologie, violence sur femme, étouffement, crachat, batte de baseball, enfin tout ce qu'il faut pour s'éclater sexuellement. Et au même moment, vous avez les Barbapapa. Et puis tous les Walt Disney. Donc la problématique du téléchargement illégal, c'est qu'à l'intérieur, il y a tout et un peu tout ce qu'on veut. Alors j'ai pris un petit truc rigolo pour terminer. Je vous ai pris un truc qui a été trouvé dans les réseaux. C'est un jeu vidéo sympa, c'est un simulateur de viol. Donc à l'intérieur de ce simulateur de viol, vous avez joué à apprendre à violer. Alors justement, on disait que le jeu vidéo était structurant et puis qu'on allait se projeter dans son avatar. Donc là aussi, il y a eu des études faites sur des Japonais qui montrent que quand on est projeté à l'intérieur de ce jeu vidéo d'ordre du manga, on va être dans l'action. C'est-à-dire que là, c'est moi qui souffle sur la jupe de la fille. C'est très différent puisque je suis en train de mener l'action. Ce n'est pas un film porno. C'est-à-dire que je suis en train ici de piloter cette femme. La femme qui est ici, c'est moi qui vais la faire monter dans le train. C'est moi qui vais prendre ses fesses parce que c'est plus joli cambré. Et puis ici, c'est moi qui, avec ma main virtuelle, vais écraser sa poitrine. À gauche, c'est la jauge d'excitation de la femme. Plus on la frappe, plus on l'excite, plus on la violente, plus ça lui plaît, bien entendu. Vous doutez bien qu'après ces moments-là, je ne peux pas vous quitter comme ça et que je vais simplement terminer en vous proposant les 3 pistes que nous prenons avec l'équipe de recherche. 3 pistes pour justement essayer de remédier à cette
problématique du mésusage du numérique. Parce que oui, je sais, j'ai fait une conférence anxiogène, c'était volontaire, vous vous doutez bien, pour justement laisser la part libre derrière à l'intervenant suivant. Donc évidemment, hein, moi ce qui m'intéresse, c'est de développer et d'encourager la veille parentale numérique. Je pense que ça doit être fait à l'échelle nationale. Aider les parents à connaître les outils numériques et surtout les usages juvéniles. Que font-ils dans leur chambre? Y a-t-il moyen d'avoir un dispositif national de prévention, d'études des comportements juvéniles? Il faut que les parents aillent à la rencontre du virtuel. Ce n'est pas normal que dans les conférences, j'ai 9 élèves sur 10 de 6e qui a déjà mis le casque virtuel et le soir, j'ai les parents et c'est 1 ou 2 sur 10 qui l'a essayé. Comment vont-ils faire pour le contrôler, le limiter, l'interdire s'ils n'ont même pas la connaissance de l'outil ou pas fait l'effort d'aller vers l'outil? Et puis, il va falloir aussi accentuer le contrôle. Oui, les petits outils aujourd'hui à disposition, notamment temps d'écran, eh bien, ils proposent des outils de limitation. On voit bien que le numérique, il grignote inlassablement tout l'espace disponible de l'enfant. C'est intéressant aussi, comme temps d'écran, de mettre une limite et de dire on va établir un contrat ensemble. Ce contrat, c'est 3 heures de ton Snapchat ou de ton Instagram, et puis ton crédit se décharge. Et puis, eh bien, il faudra attendre la semaine prochaine pour en faire. Donc, contrôler, limiter, raisonner, aider à raisonner, je pense que c'est intéressant, avec des dispositifs de vigilance numérique à distance. Je n'ai malheureusement pas le temps d'en parler, on pourra le faire pendant les questions. Et puis, la toute dernière question, c'est l'interdiction. Interdire si nécessaire, là aussi, je pense qu'on est un peu dans le défaut du non. C'est pas moi qui fais ça, c'est un collègue qui s'appelle Renaud Etier, et il est passionnant, c'est un philosophe de l'éducation. Il travaille sur l'autorité numérique, hein, c'est-à-dire c'est quoi l'autorité à l'heure de la parentalité numérique, et comment justement on peut se positionner sans recevoir un « je sais pas quoi faire » dès qu'on a coupé la tablette ou coupé l'outil numérique. C'est évident que le « je sais pas quoi faire », c'est une demande et c'est un cri vers les parents pour dire « occupe-toi de moi », toi qui m'as avant placé derrière l'outil numérique comme une nounou. Merci.